Allô? Ah! Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. ESAE TV est de retour dans l'univers médiatique béninois après la levée de sa suspension par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Un retour qui s'accompagne de questions importantes: responsabilité des médias, pratique éditoriale et rôle dans un contexte électoral particulièrement sensible. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale qui reçoit comme invité Monsieur Clément Adéchian, président fondateur du groupe et promoteur de la chaîne ESAE TV. Monsieur le fondateur, merci d'avoir accepté notre invitation et de vous prêter surtout à cet exercice d'échange. Merci Zakiat, merci de m'inviter aussi. Je suis à votre disposition. Très bien. Alors, dites-nous, comment vous avez vécu cette décision de suspension de ESAE TV? Je l'ai vécu très mal. Pas personnellement parce que j'ai pensé à moi, mais j'ai pensé d'abord à ceux qui nous font confiance, nos téléspectateurs, nos internautes. Et ensuite, j'ai pensé à l'école de formation que nous sommes, censés transmettre des valeurs et des modèles. Que je découvre que lamentablement nous avons échoué. Pour ce que nous enseignons, nous avons été capables de piétiner les règles basiques, élémentaires de notre métier. En effet, ESAE TV fait partie du groupe ESAE qui a en son sein l'école de formation, un haut lieu quand même de formation, d'échange et aussi de formation de bon nombre de professionnels de médias. Aujourd'hui, il y en a pas mal dans l'univers formé par ESAE. Comment on peut comprendre que cette maison de formation commette cette erreur? Est-ce que vous acceptez au moins que c'est une erreur? Alors, deux choses. La première, c'est une double erreur. L'erreur de violation flagrante du code de l'information qui interdit la publication du droit de réponse par le média qui n'est pas l'auteur de la publication du départ.
Et deuxième erreur, violation flagrante du code de déontologie qui interdit toute atteinte à la confraternité. Alors, cette double erreur que nous avons commise prouve à suffisance que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on fait toujours des erreurs. C'est les fonds, on le dit en fond, que seule la femme qui va au marigot casse souvent sa calebasse. Nous avons cassé notre calebasse parce que nous allons souvent au marigot. Dans le feu de l'action, on commet des fautes. Nous avons commis cette faute-là. Nous disons merci à l'autorité de régulation, la RAC, notre fêtière à nous, de nous avoir tapé sur les doigts pour nous rappeler que nous sommes le gardien du temple. Alors, l'institution de régulation a donc fait son travail. Absolument. Et à vous entendre, elle devrait le faire ainsi. Donc, c'était une décision justifiée. Absolument. Entièrement justifiée, parce que nous avons commis une faute. Et c'est la reconnaissance de cette faute qui nous a valu la clémence de l'institution, qui nous a permis d'être là encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis merci encore à l'institution, je dis merci au président Edouard Loko et à tous les conseillers. Et merci d'avoir accepté nos excuses et surtout d'avoir accepté que, à titre personnel, je prenne l'engagement de surveiller les choses davantage au mieux pour que de pareilles fautes encore ne subsistent désormais par le passé, comme par le passé. Alors, vous prenez l'engagement de surveiller personnellement, mais qu'est-ce que vous faites ou quelles sont les dispositions prises à l'interne pour renforcer le mécanisme de contrôle éditorial? Je crois que la première chose d'abord, c'est de savoir que la formation n'est jamais terminée. Donc, il faut mettre en place un mécanisme de la formation du personnel qui intervient dans la chaîne de production de la télévision pour rappeler au moins les règles. Je crois qu'une piqûre de rappel va nous faire du bien à nous tous, de rappeler essentiellement certaines règles qu'on ne peut jamais violer quand on est média, et média de formation en l'occurrence, et surtout quand on est en période sensible, période électorale. Parce que l'homme politique que vous avez devant vous, lui, n'a pas de limite, il a envie de parler. Il est venu sur une chaîne de télévision, lui, sa vocation, c'est de parler, il est politique, il a envie de parler. Mais vous, vous êtes journaliste en face, vous êtes technicien, réalisateur, maître et patron de l'émission. Parce que ne l'oubliez pas, nous sommes ici sur le plateau en train de réaliser, d'organiser cette émission, vous animez, je parle. Ça a été possible parce que derrière le rideau, il y a des techniciens qui ont travaillé. Donc, nous ne sommes maîtres de rien du tout. S'ils nous lâchent de l'autre côté, cette émission, ça s'éteint, ça s'estompe, ça va disparaître. Donc, il y a énormément d'acteurs qui sont mobilisés pour la réalisation réaliser de cette émission. Au-delà de nous autres que l'on voit à l'écran, il y a toute une équipe derrière et c'est le moment de saluer le savoir-faire de ces acteurs-là. Et c'est cette chaîne-là, cette chaîne de production à tous les niveaux qui doit maintenir la vigilance, la veille. Parce que, alors, comme je me plais à le rappeler souvent, le code de l'information est drastiquement sévère et puni jusqu'à l'imprimeur. Puni jusqu'à l'imprimeur pour la presse écrite et puni jusqu'au dernier technicien pour l'audiovisuel. Parce que si on veut prendre l'auteur principal, co-auteur, co-auteur, et qu'on ne les retrouve pas pour une raison, ils ont disparu, ils ont pris la tangente, ils ont pris la clé des champs, on prend jusqu'au dernier technicien qui était présent, qui a réalisé l'émission. Donc tout le monde est concerné, on doit être très, très, très prudent pour ces choses-là, surtout quand on a en face un politicien qui, lui, veut parler. Il a envie de parler. Et le politicien, quand il parle, il a l'injure facile. C'est à nous de lui dire non, ça ne se fait pas. Et au journaliste de rester pleinement dans son rôle et surtout d'imposer sa responsabilité dans l'exercice. Absolument. Et de faire savoir les choses comme il s'y est. Mais, comme je le dis, nous nous sommes trompés et c'est arrivé. Et c'est arrivé quand même à l'un de mes journalistes que j'estime le mieux, que j'estime le plus, parce qu'il a toujours fait son travail correctement. Malheureusement, pour ce moment-là, ce moment d'égarement, c'est arrivé comme ça peut arriver à tout le monde. Ça aurait pu être moi-même qui anime cette émission, j'aurais pu faire la même erreur. Quelque chose dans la machine a embrayé
et n'a pas tourné comme il faut. Et c'est parti. Et comme vous-même, vous l'aviez dit, hein, c'est quand on ne fait rien qu'on ne se trompe pas. Voilà. Tant qu'on est dans la pratique au quotidien, eh bien, il peut arriver qu'on se trompe. On reconnaît qu'on s'est trompé, on prend ses responsabilités. Tout à fait. Et on affûte ses âmes pour la suite. La faute n'est pas excusable, mais on la comprend. Et on dit qu'on ne doit plus jamais avoir une pareille forfaiture dans une télévision comme Esaü pour le rôle que nous avons. Et derrière tous les médias numériques, Esaü Télévision joue un rôle d'avant-gardiste très essentiel parce que nous sommes formateurs. Exactement. Je pense que c'est le moment également de remercier tous ces internautes, ces amis de la chaîne, toutes ces personnes qui ont exprimé, témoigné leur compassion d'une manière ou d'une autre face à cette situation. On en a eu suffisamment. Beaucoup d'appels, beaucoup de témoignages, beaucoup de mots d'encouragement, mots de compassion à notre endroit et tout. Certains ont été très sévères pour dire mais c'est pas normal que vous fassiez pareil dérapage pour ce qu'on connaît de vous. Donc faites plus attention prochainement pour que cela ne vous arrive. Je crois que nous avons pris l'engagement, nous avons pris la ferme résolution de veiller aux choses afin que cette télé continue par offrir les meilleurs moments de sa prestation qu'on lui connaît. Alors, au regard de tout ceci, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Esaü TV entre dans une nouvelle phase de son histoire? Non, Esaü TV n'entre pas dans une nouvelle phase de son histoire. C'est comme si nous voulons balayer tout de go, tout ce que nous fûmes par le passé. Donc, à la suite de tout ce qui s'est passé? Non. Oui, à la suite de l'histoire de la chaîne qui a commencé depuis bien longtemps. Esaü TV, comme le dirait quelqu'un, nous fûmes, comme par le passé, un média d'excellence et nous serons encore un média d'excellence. Ce qu'il faut faire, c'est des erreurs d'aiguillage que nous allons essayer de planifier davantage, d'avoir un planificateur plus rigoureux que nous suivons pour que les choses se passent comme il s'y est dans un média professionnel. Pas que nous allons redémarrer un nouveau dynamisme comme si tout a été mauvais, non. Mais juste faire les ajustements nécessaires pour que la machine continue de tourner. Exactement. Et que chacun sache désormais que, attention, qu'à chaque niveau, il faut qu'il y ait veille, il faut qu'il y ait vigilance. Très bien. Alors, aujourd'hui, avec cette actualité de suspension, on a raté une période quand même assez importante dans la vie politique nationale avec le lancement de la campagne électorale, puisqu'on va s'intéresser à l'actualité. Qu'est-ce que nous, amis de Esaü TV, internautes très connectés à tout ce qui est diffusé sur Esaü TV, qu'est-ce que nous avons raté? Nous avons raté, comme dans un match de football, l'échauffement des acteurs. On n'a pas raté le match. Donc, le plus gros n'est pas encore joué. Non, on a raté le moment d'échauffement. En fait, généralement, quand j'ai un match de football, quand j'allume ma télé et quand l'échauffement est en cours, j'éteins ma télé. Et je sais que le match commence dans 45 minutes, je reviens 45 minutes après. J'allume au moment où les 22 acteurs se présentent sur le terrain. Là, je sais que le match a commencé. On a raté juste les échauffements, le moment des échauffements. Et le moment des échauffements, c'était le lancement de la campagne électorale, les premiers jours de la campagne. Et on a vu beaucoup de choses se sont passées. Oui. Et non, la campagne électorale, les échauffements que nous avons, la partie que nous avons ratée, c'est la partie de l'échauffement où les 22 acteurs se préparent à monter sur le terrain. Mais l'échauffement même, la reconnaissance du terrain, aller tacter les gazons, et aller vérifier si les normes sont respectées pendant que l'arbitre est sur le terrain, on n'a pas raté ces moments-là. On était là. On a diffusé, on a participé à lancer. On était au lancement du projet de société du candidat. On a même diffusé avant. Enfin, de l'un des candidats, puisqu'il y a plusieurs candidats. Même les deux. N'oubliez pas que un de mes collaborateurs est candidature à la vice-présidence des forces Corée. Donc, on est de plein pied dans cette campagne-là. Donc, on n'a pas du tout raté. Et puis, nous avons 3 médias. N'oubliez pas, la télé, la radio la presse écrite, et la presse écrite. Et les 2 médias étaient à fond
pour les 2 jours de battement où la télé était absente. Alors, les deux autres médias travaillaient à fond sur nos responsabilités, nos engagements par rapport à cette campagne électorale. Et quelle lecture vous faites de ce début de la campagne électorale? Comment vous appréciez tout ce qu'on a vu jusque-là? Je peux dire quand même que les jeux sont respectés. Vous avez dû le remarquer par vous-même que les deux camps opposés sont activement sur le terrain et s'envoient coup pour coup. Et ce qui fait que, pour ceux qui pourraient penser un instant que c'était un match amical, alors là, match amical avec des tacles à 2 pieds, de part et d'autre, et avec des télescopages parfois violents, alors ça prouve à suffisance que les acteurs ne sont pas en match amicaux. Ils tiennent à rehausser leur indice au niveau de la FIFA. Donc chacun joue pleinement pour acquérir, sinon pour avoir la confiance des électeurs. Absolument, chacun joue pleinement pour gagner. Mais vous imaginez, pour ceux qui aiment bien manger à Dogmbinu et Aileron, qu'on leur promette que ça va coûter désormais 1200, alors que vous l'avez aujourd'hui à 2500. Et ça touche réellement au panier de la ménagère. Et Dieu sait combien, c'est pas simple. Moi, par exemple, je ne peux pas faire une semaine sans manger à Dogmbinu. Par exemple, on me dit que ça va coûter 200. Donc, quand vous entendez des propos comme ça vous touche réellement? Je pense à des gens comme moi qui mangent à Dogmbinu, voilà, par exemple. Est-ce que ça vous amène à vous engager réellement et à soutenir cette chapelle politique? Par contre, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Non, je ne suis pas, en tant que moi, Clément Adéchian, pas en tant que directeur de... Oui, ça on va faire un peu cette clarification. Oui. Et arriver à dissocier, vous, le citoyen béninois, et on verra si vous êtes acteur engagé politiquement par la suite, et vous, le promoteur de médias, parce qu'il faut arriver à faire cette différence-là pour donner toute la crédibilité nécessaire et garantir l'impartialité du média, surtout que s'ils sont promoteurs et engagés politiquement. Donc, dans cette optique, est-ce que vous êtes engagé politiquement? Est-ce que vous êtes un acteur politique, on va dire? Engagé politiquement, non, mais acteur politique, oui. De facto et de juré. Aristote disait déjà que l'homme est un animal politique. Autrement dit, quand vous êtes intellectuel et que... Vous voulez dire que la politique s'impose à vous? Que le devoir vous appelle, on n'y renonce pas. Vous devez y aller ou trahir votre histoire. C'est comme ça. J'étais attaquant. Par exemple... chez moi, à Sacré-Cœur, chez moi, pour ceux que je connaisse, déjà pour aller m'assurer que tout le vous monde mobilisez les vôtres à voter déjà, parce que nous avons pris une mauvaise habitude depuis quelques années. On ne vote pas au Bénin. Que les gens aillent voter, que les gens aillent exprimer leur suffrage. Déjà, c'est important. Donc, qu'on le fasse. Donc, je crois que c'est la grande mobilisation actuelle qui se fait actuellement. Et ensuite, si on me demande personnellement pour qui je voterai, je vous dirai pour plusieurs raisons, pour plusieurs types de rapports qui me lient au candidat Omiat Wadaï. C'est lui que moi je voterai. Ah bon, donc là vous déclarez carrément votre choix politique, hein, votre choix de candidat. Absolument. Mais c'est tellement important d'arriver à nous rassurer sur comment vous pouvez, en tant que promoteur de médias, garantir que votre média ne devienne pas un outil d'influence politique. Non, j'ai suivi beaucoup de médias, pas que moi. Avant moi, il y a beaucoup de promoteurs qui sont députés, qui ont été députés, qui ont été maires, qui ont été députés à l'Assemblée nationale. Ils sont promoteurs de médias comme moi. Vous pensez qu'un promoteur, un promoteur de médias engagé politiquement, peut rester impartial? Vous n'en connaissez pas, vous voulez un dessin. Vous voulez un dessin, vous par exemple... Ici, c'est moi qui vous pose des questions, monsieur par exemple, le président fondateur. Votre histoire récente, quand même, Ici, vous permettez, ici, c'est moi qui pose des questions. Donc, vous répondez. Je vous rappelle que je suis journaliste comme vous. Mais vous ne portez pas la casquette du journaliste ici. Alors, on va redéfinir un peu les choses. D'accord. Et vous vous contentez de répondre aux questions. Oui, c'est ce que je fais. On peut répondre aux questions par des anecdotes pour vous rassurer que rien n'interdit aux promoteurs
de médias que nous sommes d'avoir des positions tranchées en politique. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de transformer nos médias en une vase communicante qui obstrue le chemin à d'autres chapelles politiques qui viennent pour communiquer. Parce que c'est radicalement interdit, surtout en période électorale. Tout le monde doit pouvoir communiquer. Celui qui paye le plus, évidemment, en période électorale, passe le plus dans un média privé. C'est pourquoi on parle d'équité et non d'équitabilité. Ce n'est pas équitable. Okay. Si tu payes plus, tu passes plus. Parce que moi, je suis un média privé. Mais si tu ne payes pas grand-chose, je t'offre le créneau que la loi m'autorise à t'accorder. Donc, sans compter que nous, encore que médias de formation, médias universitaires, sans être même dans ce contexte-là, tout le monde passe chez nous. Alors, ce qui fait donc que les portes de la maison sont ouvertes. Totalement. Vous allez voir, c'est déjà programmé. Les forces connues pour Bénin émergent passeront. Je vous ai dit, mon collaborateur est candidat. Il va passer ici, il va venir défendre son projet de société pour sa chapelle. Donc, tout le monde passera sur les ailleurs. Alors, ce que je fais, je le fais à mon nom, pour exprimer que quand même que ce pays-là vient de très loin. Alors, il faut qu'on le dise sérieusement pour que les gens comprennent. Nous venons de très loin. Nous connaissions le Bénin, en fait. Nous connaissions, quand vous voyagez, vous allez à Abidjan, à Accra et dans d'autres pays très sérieusement. Et quand vous reveniez au Bénin, vous avez envie de dire, mais qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour hériter de ce Bénin-là? Vous voulez parler aujourd'hui qu'il y a plusieurs transformations au niveau du Bénin, qu'il y a énormément de changements. Aujourd'hui, vous remarquez par vous-même qu'il y a un flux, une attraction, il y a une ruée vers la destination Bénin. On demande même la citoyenneté, on demande d'avoir le passeport du Bénin. On se souvient qu'on était afro-descendants, on se souvient que nos ancêtres étaient partis du Bénin, on se souvient qu'on peut venir désormais ici au Bénin, on se souvient même qu'on peut s'installer sans retourner encore à sa base. C'est des choses, c'est des signes qui montrent quand même que le Bénin a changé, qu'on est venu de très loin. Alors, cette architecture moderne, cette construction aujourd'hui connue du Bénin n'est pas née ex nihilo. C'est venu de quelque part. C'est venu du président Patrice Talon. Et Patrice Talon, on a compris, à travailler dans l'ombre avec quelqu'un, avec un jeune très combatif qui savait obéir au doigt et à l'œil, qui savait aller rechercher le financement, là il fallait les trouver, et qui a appris dans les pas de son mentor. Et nous avons découvert ça. Et qui se retrouve positionné aujourd'hui avec la bénédiction justement de ce mentor-là, candidat pour l'élection présidentielle. Je crois qu'il s'est dit que celui qui m'a toujours accompagné pour mobiliser les financements, qui connaît, quand nous avons tracé l'architecture de ce que nous devons construire ensemble, celui qui l'a vécu, celui qui l'a suivi avec moi, il n'y a que lui pour le faire sans difficulté. Je crois que ça, c'est la partie la plus importante qu'il faut retenir. Continuité. Alors, il a un héritage assez agréable, donc facile à construire davantage. Finir ce qui a été entamé, finir ce qu'on a commencé. Par exemple, ça c'est le volet le plus facile de son programme. Mais ce n'est pas ça, tout son programme. C'est là, il est très intelligent. Et ce candidat-là que nous avons du côté de la mouvance présidentielle, il est très, très intelligent. Il n'a pas fait que parler de continuité, que je continue. Il a créé une certaine démarcation très intelligente sur laquelle nous reviendrons, si vous le permettez, si c'est dans votre conducteur. Sa touche particulière également à travers la présentation de son projet de société pour montrer que c'est dans la continuité, mais une touche tout à fait particulière qui lui appartient à lui. Exactement, sur des secteurs clés. À chaque niveau donné, il a essayé de poser des balises qui a surpris plus d'un. On a failli oublier qu'il est enfant de politicien. Beaucoup ont failli oublier qui était Nestor Wadahi, son père, l'ancien directeur de cabinet de Benoît Moussou. Oui. Donc il y a un héritage politique qui aujourd'hui... Le site de Corneille dit « Je me ferai du fils ce que j'ai vu du père ».
pour ne pas dire ma fille en un mot peut l'aimer et me plaire. Mais alors, c'est que nous avons compris aujourd'hui. Donc, on peut dire que l'héritage politique parle aujourd'hui pour le candidat de la mouvance présidentielle. Et il le rappelle très souvent, comme on a l'impression qu'il n'a pas appris de son père. Quand on lui demande, vous tenez tout ça, cette dextérité, l'amour pour les finances, l'amour pour le travail bien fait, vous tenez ça de qui? De papa, de mon papa. De mon papa qui m'a tout appris, qui m'a appris d'abord à toucher la terre, qui m'a appris à apprendre à faire de la vannerie, qui m'a appris à savoir respecter tout ce que l'homme peut faire de sa main, apprendre à construire de la main avant d'utiliser la tête. Ça, c'est très important et ça manque beaucoup au Béninois. Partir de la main pour aller à la tête. Hein? Et tous ces éléments militent en faveur du candidat aujourd'hui et c'est ce qui explique d'ailleurs votre choix, puisque vous l'avez dit clairement, vous soutenez Romiad Wadagne. Oui, absolument, je le soutiens. Alors, dites-nous concrètement. Je le soutiens. Pourquoi vous le soutenez? Je vous ai dit, je le soutiens pour plusieurs raisons. D'abord, parce que déjà, je ne veux pas trahir une conviction en disant si ce que nous venons de faire, mais que ce qui est fait pendant 10 ans doit pouvoir se poursuivre. Et pour le faire, si l'artisan de cette reformation du Bénin que nous avons aujourd'hui désigne Romiad Wadagne comme celui qui peut achever l'œuvre, je crois qu'on ne peut que, les yeux fermés, certes, mais prudemment, le suivre. Alors, on l'a suivi dans ce début, avec ce début de campagne dans plusieurs communes, aller à la rencontre des populations, montrer même une autre image de lui auquel on n'était pas très habitué parce qu'on le connaît très technocrate. Mais il y a un élément qui revient chaque fois, à chaque prise d'intervention, l'unité nationale. Arriver vraiment à parler d'unité nationale, est-ce à dire qu'il jette un pavé dans la mare de son mentor politique? Alors, nous avons dit qu'il a pris un héritage d'un pays construit, presque construit, un repas presque cuit en réalité. Un pays, c'est un vaste chantier totalement souvent inachevé et il aura beaucoup de choses à faire et il le sait très bien. Et je pense que nous allons revenir au niveau du panier de la ménagère, au niveau de plein d'autres choses, au niveau des petits métiers et tout ça. Il a des choses à construire, mais le plus grand déficit pendant 10 ans, c'est le déchirement. C'est réel, il faut le reconnaître. Parce que aussitôt, lendemain des élections de 2016, nous avons... Avec l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Nous avons des acteurs importants et pas des moindres qui se sont retrouvés en exil, des exilés politiques. Aujourd'hui, certains sont en prison. Oui, certains sont en prison pour diverses raisons. Bien sûr. Pour diverses raisons. Moi, j'aime beaucoup le professeur Joël Aïvo, l'un des enseignants majeurs de ESAE. Il n'intervenait jamais dans une université privée, sauf à ESAE. Et quand je pense qu'il est en prison, ça me touche chaque fois. Et franchement, je pense à lui de tout mon cœur. Et que je pense que vivement, que ce qui lui arrive ne le mérite pas, qu'il va sortir de là où il est, sincèrement. Et qui se retrouve en prison aujourd'hui à cause également d'un engagement politique, de son implication en politique. Oui, exactement. Mais Dieu merci, on ne lui reproche pas un meurtre, on ne lui reproche pas d'avoir attenté à la sûreté de l'État. Et je crois que pour des personnes comme ça, des personnes qui, pour des engagements politiques, ont payé de leur liberté, pour des personnes qui se sont retrouvées au-delà du Bénin, qui sont retrouvés depuis une dizaine d'années ailleurs, éparpillés partout dans le monde, pour des engagements politiques, qui ont peur de venir s'exprimer, de peur de se retrouver en prison. Je crois qu'il y a quelque chose à faire. Beaucoup d'acteurs l'ont demandé directement au président Talon, quand il était là lui-même. Il n'était pas fermé à cette perspective. Il a même tenté plusieurs fois, mais en vain, qu'une loi d'amnistie dont ils ont même préparé toute la charpente, viennent de l'Assemblée nationale pour permettre à ces personnes de créer un cadre juridique pour les faire revenir. Mais je crois que quelque chose s'est enrayé toujours à ce niveau. En tout cas, les lignes n'ont véritablement pas bougé. Et si aujourd'hui le candidat de la mouvance présidentielle, soutenu d'ailleurs par le président Patrice Talon, nous parle d'unité nationale, c'est qu'il reconnaît quand même qu'il y a une division à un niveau donné. Et il doit faire un travail à ce niveau. On a besoin de tous les fils et filles du Bénin pour pouvoir construire ce pays. Alors, et est-ce que vous pensez que lui, c'est-à-dire le candidat de la mouvance présidentielle élu président, aura véritablement les coudées franches pour faire quelque chose dans ce sens-là?
J'ai lu son interview dans Jeune Africain. Eh ben, parce qu'il se refuse beaucoup d'intervenir, il reste très Tout à stratège. fait. Mais qu'il a dit quelque chose quand même d'important. Il dit que vous ne connaissez pas le président Talon. Vous le prenez pour quelqu'un qui donne le moteur, qui garde la corde. Le président Talon, quand il va finir son mandat, c'est qu'il a fini son mandat, il ne s'occupera pas de savoir comment Robert Wada va gérer le Bénin. Ce n'est pas ce problème. Il a pleinement confiance en lui et c'est qu'il a le niveau, il a les moyens, il a l'étoffe et il a tout le background nécessaire pour construire, pour poursuivre l'achèvement de la constitution de ce pays. Alors, dès lors qu'il s'agit de ça, les décisions qu'il prendra en tant que président de la République pour consolider les bases de notre démocratie, pour unir davantage les Béninois, pour rassembler tout ce qui est épars, je crois que, sérieusement parlant, il va pouvoir le faire en toute souveraineté. Mais il sait les piliers à ne pas toucher. Quand vous voulez rebâtir une maison sans détruire tout l'édifice, vous comprenez, vous devez savoir, avec l'architecte qui travaille, ce qui maintient vraiment la construction et là où il ne faut pas toucher, il y a des piliers intouchables. Pour que tout ne s'effondre. Exactement. Il y a des piliers intouchables et il ne les touchera pas. Donc, il va toucher à ce qu'il faut toucher pour reconstruire l'édifice, pour que ce soit solide. Donc, il le sait très bien parce qu'il était là depuis 10 ans. Et il sait ce qui s'est passé. Et il sait exactement, quand il parle d'unité nationale, ce dont on a besoin qui doivent rentrer. Il y a des personnes qui ne sont pas, qui ne nuiront à personne s'ils rentrent au Bénin, par exemple, mais dont on a besoin quand même pour être des acteurs privilégiés de cette reconstruction-là. Et il va le faire. Je crois qu'il a promis et il le fera. Et moi, j'y crois fermement. Mais vous venez de dire, il était là depuis 10 ans. Oui. Ça veut dire qu'il est comptable également du bilan. Et si Surtout pas. C'est un technicien financier. Avez-vous déjà vu un financier qui parle? Non. Les chiffres, vous avez à les gérer. Vous n'avez pas à parler. Mais il a contribué. Non. Il a contribué par les chiffres. Par son expertise dans son domaine des finances. Les chiffres que lui doit solidifier pour que le pays se construise. Les mobilisations derrière lesquelles il doit courir pour que les ressources adviennent pour bâtir le pays. C'était sa préoccupation. Et un financier ne parle pas. On en a vu de très bons dans ce pays. Peut-être pas aussi bons que lui, mais on en a vu de très bons. Je me souviens de M. Chiffre de Nicéphore Soglo, le président de Nicéphore Soglo à l'époque, un certain Dossou. Très bon dans les chiffres, mais qui ne parlait pas non plus. Mais quelqu'un bon dans les chiffres comme lui, qui se retrouve président de la République, c'est quand même deux rôles bien différents. Comment vous pensez qu'il pourra vraiment gérer ou vraiment être à la tête de la meilleure façon? Oui, on a vu les chiffres, le président Nicéphore Soglo. Ce qu'il a fait de 91 à 96 n'était pas mauvais du tout. C'était un administrateur des finances. C'était un féru des chiffres. Mais il a relevé un pays qui a été abandonné pendant presque 27 ans, en 5 ans. Même avec une dévaluation qui est intervenue en 94. Et pourtant, il a réussi quand même à faire ce qu'il a pu faire. Évidemment, s'il est tombé, c'est à cause de la politique. C'est quand la politique s'y mêle que malheureusement, les techniciens tombent. Et qu'on espère que ça ne va pas lui arriver. Dans cette position de président de la République, on peut se départir de son rôle de politique. On devient politique plein. Et d'ailleurs, le candidat Romia Wada, il nous montre aujourd'hui qu'il est un politicien. Il nous montre plusieurs facettes de lui qu'on ne lui connaissait pas en tant que financier, en tant que ministre des Finances. Je suis d'accord avec vous. La réforme du sympathisant impose aujourd'hui, et ça le président l'a fait, parce qu'il a fait une lecture importante. Il découvre que pour la plupart du temps, y compris lui-même, les acteurs non politiques s'emparent du pouvoir au détriment des politiques. Et ça s'est toujours passé comme ça. Nicéphore Soglo, 91, il a fait un mandat. Quand il a créé la Renaissance du Bénin par sa femme. Rosine Vieira Soglo, citée de regretter mémoire. De regretter mémoire. Et 2 années auparavant, et avoir raflé tous les sièges au Parlement et tout. Et quand il a lancé son appel de Goho, que les biches se retrouvent à la rivière, alors... Ayant fait de la Renaissance du Bénin un parti politique... Un parti politique qui doit l'adouber désormais pour le porter au pouvoir. Il a perdu les élections contre son pire ennemi de l'époque, ou son meilleur ennemi, le président Mathieu Kérékou, qu'on a vomi, qu'on a jeté de la pierre devant l'église Saint-Michel. Il est revenu. En 96. Avec le soutien populaire. Avec le soutien populaire, il a perdu les élections contre le parti politique le plus puissant de l'époque.
Alors le Béninois ne fonctionne pas, ne comprend pas ce que c'est qu'un parti politique. Eh bien, évidemment, il est reparti. Le président québécois fini. Il y a eu l'alliance Wolo-Guédé mobilisée autour du président Adrien Ngouedi pour qu'il soit élu en tant que le politicien qui a toujours été le troisième à chaque élection. Alors, vous savez ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire. Le président Yahya Boni est venu de nulle part. Il a encore chipé le pouvoir. Financier aussi, technicien des finances, président de la BOAD, ancien élève de l'Institut Soglo, ayant été dans la cellule macroéconomique de Yacouba Fassassi au palais. Alors, il a gagné les élections sous le nez, à la barbe des politiciens. 10 ans plus tard, vous avez vu ce qui s'est passé. Le président Yahya Boni lui-même, n'ayant pas appris de son expérience, il a doublé son premier ministre, Lionel Zinsou. Toute la coalition, Adrien Ngouedi, très puissant, la Renaissance du Bénin et toutes les forces qui existaient se sont ralliées avec le président au pouvoir derrière Lionel Zinsou. Et on a vu le résultat. C'est 34% au premier tour, où il est passé en tête devant tout le monde, ça n'a pas bougé. Il a eu 37 ou 38% au second tour en plus. Le président Talon a tout raflé, sans les partis politiques. Il n'y avait rien, en fait. Parce que Diavon, Sébastien, avait le reste des partis politiques que Lionel Zinsou n'avait pas récupéré. Pourtant, il a gagné les élections, encore une fois, contre les partis politiques. Alors, est-ce que c'est cette expérience cumulée, malgré la réforme de cette partisan, qui a poussé le président Talon à dire, bon, si chaque fois les Béninois préfèrent toujours voter les techniciens, pourquoi ne pas aller choisir un technicien pour le positionner au détriment du président Tchagbenou, qui était un très bon candidat sur le statut bloc. Et beaucoup attendaient d'ailleurs que ce soit lui positionné président du plus grand parti politique de l'UPR. Un peu avant, on l'a retrouvé président de l'Assemblée nationale. Pas un peu avant, disons peu après le choix, parce qu'il est allé à l'Assemblée, parce que les dés étaient pipés. On a choisi Obia Douadaï. Ils ont participé au choix, ils ont assumé, ils ont reconnu. On voit d'ailleurs le président Joseph Diogbenou aujourd'hui sur le terrain, très mobilisé derrière son à la conquête. Derrière son candidat. Ouais. Alors, ma crainte, c'est de voir le système partisan ne servir à rien du tout plus tard. Parce que si le système partisan existe, et que ce sont les partis politiques qui accordent les parrainages pour aller aux élections, et qu'ils ne soient pas capables, in fine, d'être élus président de la République par le biais de la machine qui fait gagner une élection, on doit repenser sérieusement la façon d'éduquer politiquement le peuple béninois. Alors, on revient un peu dans le débat en parlant véritablement de la campagne électorale qui a commencé avec le président, le candidat de la majorité présidentielle actuellement sur le terrain. Et on l'a évoqué tout à l'heure, il nous montre qu'il peut être beaucoup plus proche, contrairement à ce que beaucoup pensent de la population. Et je vais vous proposer de suivre un élément où on l'a vu au contact des acteurs au plus bas niveau même de la chaîne économique. On va apprécier ça ensemble et on pourra continuer les échanges. Ils sont en train de faire du verre de qualité. Ça, c'est les noix, là? Oui, c'est le noix de verre de qualité. Ça, vous les ramassez, hein? Oui. On les ramasse, on les achète. Pour ceux ici, là, on ne trouve pas ça. On les achète. On voyage dans les marchés, dans les petits villages, il faut acheter. Ça, on peut déjà le passer sur le fond. Oui, vous pouvez utiliser ça sur le fond. Ça vient de manger. On peut manger aussi ça? On peut le faire pour manger ça direct? Oui, on utilise ça pour la cuisine. C'est bien. C'est bien. Alors, comment marchent les affaires chez vous? Est-ce que tout va bien? Ah, tout ne va pas bien chez nous ici. C'est pour ça. Nous avons beaucoup de difficultés pour faire ça. Quelles sont les difficultés? Maintenant, pour nous déplacer, pour chercher les grains, maintenant, là, on a déjà un problème sur ça. Puis on ne trouve pas ça ici. Nous allons nous déplacer dans les petits villages là, pour chercher les grains de gâteaux avant de venir faire tout ça là. Et nous avons des problèmes de l'eau ici. Pour trouver de l'eau, oui, il n'y a pas d'eau ici. Le moulin là aussi, il n'y a même pas de moulin là. Il faut qu'on va se déplacer. Donc déjà, vous vous déplacez pour ramasser des noix? Oui, pour trouver ça là, on achète. Pour acheter les noix? Oui, on achète les noix. Après, il y a des problèmes d'eau
Parce que pour travailler, ça prend beaucoup d'eau, ça. Donc, ça, on a besoin de beaucoup d'eau pour faire ça. Même si c'est petit bassin comme ça, il faut au moins 8 bassins d'eau avant de faire tout ça. Donc, on a besoin de faire tout ça là aussi. Le moulin aussi pour écraser là, c'est un problème. Le moulin ici, il est loin d'ici. Oui, c'est un peu loin. Maintenant, si on va prendre ici pour aller écraser de l'autre quartier là-bas, là, on va payer 500. L'autre aussi 500 et c'est un peu loin. Donc, pareil, 1000 francs déjà là, ça n'arrête pas. Quel est le total de besoin que vous avez? Parce que les marmites, on peut les acheter. Oui. Le principal là, c'est le moulin là. Oui, et de l'eau aussi. Juste c'est qu'il y a l'eau à côté. Si on a besoin de l'eau, s'il n'y a pas d'eau là, on a la ça là, c'est flanc. Parce qu'on a aussi de l'eau. On se promène dans les châteaux pour chercher là. On ne trouve pas d'eau comme ça. C'est le plus proche pour avoir de l'eau. Parce que c'est pas avec l'eau potable que vous faites ça. On se promène pour acheter de l'eau un peu partout pour pouvoir faire ça. Est-ce que vous avez accès à de l'eau comme boire potable ici déjà? Oui, si on fait ça, on peut trouver. Ça, on a. Vous trouvez l'eau potable? Oui. Mais l'eau pour faire ça, vous allez juste où trouver l'eau? Bon, on se promène. Il y a des châteaux de côté là et on achète. Bon, et tout est fait à la main comme ça? Oui, ça avec la main, on fait ça. Sinon, on ne sait pas, il y a une machine qui fait ça, mais ça avec la main, on fait ça. Vous voyez maintenant ce qu'elle a fait là. On a déjà fait, tout là, ça devient bon. Mais il faut que c'est ça là, elle va enlever encore plus vexer pour que d'autres deviennent encore plus. C'est ce qu'on va faire d'autres. Donc si on arrive à vous aider, vous avez un moulin pour écraser, vous avez l'eau et les instruments pour aller pousser beaucoup plus. Oui. Donc vous gagnez plus d'argent. Oui, ça va nous amener plus. Et vous serez prêt si on vous accompagne avec la microfinance? Oui, si on nous accompagne, ça va nous aider plus. Si on nous aider, là, ça va nous arrêter. Et on va faire mieux que ce que nous sommes en train de faire. Non, moi, je pense que si vous mettez plusieurs femmes, quand vous avez un endroit pour travailler en coopérative, et on vous règle la question de l'eau, du moulin et les instruments, vous allez en fait faire gagner beaucoup plus d'argent. N'est-ce pas? Oui. Donc, on peut dire là, parce que le candidat lui-même parle d'un pari social avec la population, aller à la rencontre dans les coins les plus reculés de la population. Est-ce vraiment une opération de charme du candidat? Parce qu'après tout, un candidat est à la recherche quand même de l'électorat, qu'on le veuille ou non. Donc, opération de séduction peut-être? Pas forcément. Là, il y a deux faits majeurs qu'il faut prendre en compte. Le premier, vous savez, en tant que ministre des Finances, il est le principal pourvoyeur de la caisse qui finance les microfinances. Alors, à quoi servent réellement les microfinances aux plus pauvres, aux femmes démunies, si ce n'est que pour permettre à ces dames-là qui se battent sur le terrain pour fabriquer quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée à la population. Alors, ce qu'il va faire, en profitant de la campagne, c'est pour aller toucher du doigt réellement ce que ça fait les Béninois. Mais pourquoi n'avoir pas fait ça plus tôt? Surtout qu'il est resté quand même ministre des Finances depuis... Il n'est pas ministre de l'Agriculture, il n'est pas ministre du Commerce, il n'est pas ministre des Microfinances. Vous avez parlé là, par exemple... Il est ministre des Finances. Et le ministère des Finances décaisse l'argent et fait son travail. Mais là, aujourd'hui, il quitte sa peau de ministre des Finances et il va devenir président de la République. Il faut qu'il ait comprendre effectivement, quand on parle de microfinance, est-ce que ça a réellement touché les bons acteurs? Est-ce que les bonnes personnes ont été impactées? Parce que ça lui permet de prendre des décisions amélioratives, de réajustement à un moment donné. De savoir que, ah oui, j'ai vu quand même cette dame-là, mais qui sont ceux qui profitent finalement des microfinances? Qui sont ceux qui en profitent? Est-ce que vraiment c'était les bonnes personnes en réalité? Et deuxième élément important, qui n'a rien d'une comédie, je ne jouais pas aussi malgré tout, c'est d'être capable de toucher du doigt. Parce que quand il prend le beurre de karité, qu'il passe sur sa peau, est-ce que ça veut dire qu'il nous montre qu'il peut passer le beurre de karité? Non, mais il nous montre certainement qu'il a fait. C'est un quota-fond, Et un vrai quota-fond n'est pas quelqu'un qui utilisait Nivea beauté pour se pommader. Il a montré que c'est avec beurre de karité et savon coton qu'il faisait son bain, qu'il prenait son bain et qu'il se pommade. Vous allez voir qu'il s'y connaît, mais il a appris
Moi, je n'aurais pas pu faire ça. Mais tout le monde aurait pu le faire. Ah, Quand vous moi, prenez non. le beurre de karité, vous pouvez l'étaler correctement je l'ai jamais sur fait. votre... Par exemple, peut-être que j'ai vous appris faites de lui. partie des élites de la République. Non, pas du tout, pas du tout. Peut-être venant d'un milieu... Non, c'est que je ne me promets pas. Vous voyez, ma peau, elle Alors, plus sérieusement. Je ne me promets pas. Mais lui m'a montré qu'avec beurre de karité, désormais, on peut le faire. Moi, j'ai appris de lui. Ça, c'est quelqu'un qui s'est touché. Il s'est parti de ses mains. Il nous a enseigné quelque chose. Ensuite, il a découvert qu'une dame pareille, avec une microfinance d'1 million, peut devenir riche. Parce que déjà, sans rien du tout, sans l'aide de personne, elle a appris à construire, à déconstruire la misère et à proposer des solutions pour des populations de proximité. Alors, lorsque vous accompagnez une telle personne, lorsque vous apportez le soutien de l'État, et que c'est bien orienté, c'est visé, c'est organisé, c'est embellicoté, et que ça atteint la bonne personne, il nous a montré qu'effectivement, on peut créer de la richesse. En tout cas, sous ce angle-là, on n'a presque jamais vu un candidat à l'élection présidentielle nous montrer ces choses. Donc, ça fait peut-être un point pour lui en termes de proximité avec la population, parce qu'il ne s'est pas arrêté seulement à cette dame, il est allé plus loin, rencontrer même un coiffeur, se prêter au jeu de se laisser coiffer par le coiffeur en question et après apprécier l'installation et échanger avec lui. Si vous permettez, je vais vous inviter à suivre l'élément et juste après, on pourra faire la discussion. Comment vont les activités? Ça va très bien, on se plaint pas, mais je peux dire à la fois on se plaint parce que dans la ville de Nati Tengou, on n'avait pas un salon de coiffure digne de nom. Et je me suis dit, comment il faut faire pour créer un beau salon. À un moment donné, j'ai vu l'autre microfinance, je les ai sollicités, ils sont venus, ils sont rentrés chez moi, ils ont pris des enseignements. Après, ils m'ont demandé, est-ce que j'ai besoin de prêt? J'ai dit oui, mais là où je rencontre des difficultés, c'est-à-dire pour le remboursement, ça pèse sur moi parce que les taux d'intérêt sont... Combien ils te font en taux d'intérêt? Je me rappelle bien que si des fois sur 1 500 000, je paye moins 200 000, non? Ok. Oui. Donc c'est des taux de 10%, même plus. Ouais. Donc toi, le crédit n'est pas le problème parce que si le crédit n'était pas cher, oui, tu sais rembourser. Je vous jure. En 1 an, tu as remboursé en 6 mois. Oui. Mais c'est que si tu paies des taux d'intérêt qui sont très chers, 20%, oui, c'est ça, 15%, justement. Du coup, ça absorbe tous tes profits. Justement. Nous sommes en train de travailler oui, depuis quelques temps déjà avec le gouvernement oui, pour que les petits entrepreneurs comme toi, parce que tu es un entrepreneur, oui, tu as une entreprise, oui, vous pouvez avoir accès au crédit, mais à très bas coût, même sans terrain, même sans parents qui ont des biens à mettre en garantie. Si vous êtes sérieux, oui, on a créé une agence qui s'appelle l'ADPME, l'agence pour le développement des PME. Oui. Cette agence va vous accompagner pour que des gens comme toi qui ont quand même déjà commencé, des parents ont aidé, que tu puisses avoir accès à des crédits, mais avec des taux d'intérêt qui sont très bas, oui, pour que ça ne bouffe pas tous tes bénéfices. Oui. Mais de l'autre côté, il y a d'autres jeunes comme toi qui veulent faire la même chose, mais dont les parents n'ont même pas de terrain à mettre en garantie. Donc il y a deux choses que nous sommes en train de faire. C'est un, s'assurer que ceux qui ont démarré puissent avoir accès au crédit pour développer davantage leur activité, mais un crédit qui n'absorbe pas, qui ne mange pas tous leurs bénéfices. Parce que l'idée, c'est que même celui qui n'a rien, dont les parents n'ont pas de terrain à donner, s'il est sérieux, il a une belle idée, que l'État l'accompagne pour qu'il réalise ses rêves. On va faire le pari que je vais revenir ici. Voilà. Tu viendras avec moi dans ma voiture, on ira visiter d'autres salons. Avec plaisir. Hein? Avec toujours plaisir. Fous coiffure, un peu partout dans le Bénin. On découvre une fois encore le candidat sur le terrain, marquant sa proximité avec la population et montrant entièrement qu'il compatit à la douleur des artisans, des commerçants de différentes manières. Comment vous appréciez ça, Monsieur le Président fondateur? Non, ne nous y méprenons pas. Nous allons tous chez nos coiffeurs.
il a l'habitude d'aller chez son coiffeur. Peut-être qu'il n'est pas habitué à aller chez ce genre de coiffeur, Non, par exemple. non, Encore que le cadre est plutôt... Il était trop à l'aise chez un coiffeur. Et vous savez, un bon politique doit souvent aller chez le coiffeur. Vous savez pourquoi? Parce que le coiffeur, il entend beaucoup de choses. Peut-être que c'est les coiffeurs qui viennent à eux aussi. Oui, il y a un célèbre président français qui, généralement, va se coiffer chez son coiffeur, un coiffeur populaire. Et c'est là, chez ce coiffeur-là, qu'il recueillait beaucoup d'informations. Qu'il avait beaucoup d'informations sur la République parce que on vient parler, on vient critiquer, on vient dénoncer chez le coiffeur. Il y a beaucoup de choses qui se disent oui, chez et le coiffeur rapporte. Chez les coiffeurs. Si vous avez envie de connaître le plus profond pays que vous dirigez, ne manquez pas d'aller souvent vous faire coiffer chez votre coiffeur. Et asseyez-vous là et créez la petite discussion et laissez le coiffeur vous parler. Et vous allez découvrir quel est le pays que vous dirigez en réalité. Vous n'allez pas vous enfermer dans votre bulle. Donc ça, c'est un exercice très important qu'il a compris déjà, de savoir qu'il va descendre souvent chez le coiffeur. Mais peut-être avec un regard un peu critique, je vais vous laisser finir, hein, avec un regard un peu critique en regardant l'installation, le cadre, on sent quand même que ça, c'est un coiffeur d'un certain niveau. Le citoyen lambda, ce n'est pas évident qu'il puisse aller vers ce type de coiffeur. Je suis d'accord avec vous, mais sauf que le deuxième objectif ici, c'est de montrer que pour un coiffeur qui a appris déjà à se construire, s'il avait un peu plus d'argent, qu'est-ce qu'il ferait? Il serait un chef d'entreprise. C'est le but de la manœuvre. Lorsque vous accompagnez quelqu'un et que vous lui remettez l'argent, qu'il sait déjà créer une comptabilité basique, qu'il sait déjà comment tenir la comptabilité usuelle, comment passer déjà les écritures à droite et à gauche, et comment avoir son journal de bord. Quand vous lui remettez l'argent, vous êtes persuadé que si vous revenez un mois après, vous allez trouver des écritures passées dans le bon ordre. Alors, déjà, ce coiffeur, par exemple, quand vous voyez comment il est équipé, ça signifie qu'il est installé. Il n'est plus à ses débuts. Ce n'est pas un débutant. Donc lui, par exemple, c'est des personnes qui ont été accompagnées. Vous remettez, par exemple, chez la bonne dame qui est au bord de la voie de Tacon et qui vend bananes ou beignets. Vous aimez bien Tacon, hein? Donc chaque fois vous citez Tacon en référence pour rendre hommage au vôtre. C'est mon village, j'adore mon village. Alors vous remettez à la bonne dame parce que vous voulez faire de la propagande, vous voulez faire du sensationnalisme, vous appelez la bonne dame, vous lui remettez 30 000 microcrédits, 30 000 microcrédits. Elle va prendre la moitié pour aller ravitailler sa maison d'abord. Et vous reverrez encore un mois après, elle va vous demander, redonnez-moi encore 30 000 parce que l'autre n'a servi à rien. J'ai mangé avec. Les microcrédits ont servi à ça, par le passé, à distribuer 30 000. Vous voulez faire quoi avec 30 000 en remettant à une bonne dame? Ça ne renforce pas. Ça ne renforce pas son activité. Alors, l'allégorie raconte que Saint-Pierre, pour montrer sa sympathie, sa compassion, sa dévotion à Dieu, divisait chaque fois son habit par deux. Et il remettait la moitié à chaque pauvre qu'il rencontrait. La morale dit que Saint-Pierre n'a pas créé un homme heureux de plus. Il en fait un deuxième pauvre comme lui. Parce que l'habit divisé en deux ne peut servir radicalement à rien. Ni à lui, la moitié qui reste, ni à celui à qui il a remis la moitié de sa veste qu'il a découpée en deux. Donc, ce qu'on comprend à travers ce que j'ose appeler l'opération de charme et de contact également du candidat à la rencontre des artisans à ce niveau, c'est de voir comment, de façon substantielle ou subséquente, on arrive à accompagner réellement pour des impacts palpables et très grands. Des personnes qui ont compris, qui commencent à s'installer, comment se mettre en place. Si vous les accompagnez, est-ce qu'ils peuvent impacter dans l'immédiat le développement? N'oubliez pas, il a parlé pour la première fois, bien que j'en ai entendu parler, des pôles de développement régional. Bien sûr. Alors, si vous voulez avoir des pôles de développement régional, qu'il faut tenir compte dans son développement, dans sa déclinaison de programme, et ça a été clairement explicité, les pôles vont tenir compte des spécificités de chaque région. On ne peut pas, par exemple, créer le même pôle de développement régional atlantique littoral qu'on aurait créé à Borgo, à Libori, parce qu'ils ne font pas les mêmes activités. Ils ne vendent pas les mêmes produits. Ils ne présentent pas les mêmes services. Ils n'ont pas les mêmes mentalités. Donc, en allant au contact de ces personnes, la dame qui vend du beurre de karité n'est pas la même chose que l'autre dame. Je ne sais pas s'il y a moyen de voir cette image-là. Si, on va voir ça. On va voir ça. Retenez bien ce que vous voulez dire. On va voir ça. Je vais vous inviter à suivre un autre élément encore du candidat à la rencontre d'une autre catégorie de femmes, toujours dans la discussion pour comprendre comment on peut mieux les aider et faire développer leur activité.
vous allez? Ça va? Ça va bien. Vous allez bien? Ça va bien. Vous allez bien? Ça va. Bonne arrivée. Merci. Et la route? Bien venu me rendre visite. Ok, on est vraiment contents. Merci beaucoup. Merci. Salut, ça va? Ça va. Bien. J'ai voulu construire quelque chose à la maison, là, pour moi-même, quoi. Ok. Une petite boutique à la maison. Donc, Mais est-ce que tu as fait un travail pour chiffrer, estimer ton besoin? Combien il faut? Si on doit t'aider aujourd'hui, pour t'aider avec une microfinance qui ne coûte pas cher, quel est le montant qu'il te faut, par exemple, pour améliorer ton commerce? bon, s'il faut que je prenne le frigo, voilà, au moins 1 million pour pouvoir payer les trucs. Parce que comme il y a déjà la concurrence, tu dois un peu t'égaler à eux pour pouvoir vendre. Parce qu'il y a les gens, c'est moi, ils voient avant de les voir. Donc, il me faut un petit budget. Ok. Moi, mon point, c'est de voir comment faire pour que ceux qui se lèvent le matin, qui travaillent, au moins puissent vivre de leur travail. Il y en a pas les mina, commerce dans une com. Comme microfinance, les soirs, si le taux est trop élevé, les mina pour moi, il y a un pour mina pour commerce, pénalité pour les pour aller là doit bien lever yo. Elles sont dans une commerce, elles sont bien. Dans quelques mois après, on a voilà fille. Pour un fille, à mon congélateur le fille, à mon commerce. En tout cas, s'il y a quelque chose à noter à la fin de chaque discussion, c'est le large sourire qu'on lit sur son visage et en même temps sur le visage de ses interlocuteurs et ce mouvement de main qui scelle véritablement ce pari social de développement. J'ose espérer que ça ne reste pas des promesses électorales parce que, comme on dit, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Et là, il promet même revenir par la suite pour constater véritablement comment les choses évoluent avec les appuis qu'il pourrait mettre en place s'il est élu président. Comment vous voyez tout ça? Bon, alors, on ne peut pas lui reprocher d'avoir été technocrate camouflé, caché, et de passer de ce statut maintenant à un homme de terrain. On ne peut pas lui reprocher. Et encore, s'épancher sur nos propres sorts. Alors, vous imaginez, quand il fait comme ça, ben ça c'est un homme de terrain, il connaît les gestes qui sauvent. Il connaît les codes. Il connaît les gestes qui sauvent, il connaît les gestes utiles, il connaît les codes. Donc, quand la dame aussi et tout. Donc, alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, tantôt, vous avez vu, il n'a pas ciblé. Pour s'insérer dans l'ancrage de ce qu'il a appelé pôle de développement régional, il a pris des catégories d'artisans, d'acteurs divers, diversifiés. Alors, cette dame, par exemple, vous allez comprendre déjà qu'on est déjà dans la partie méridionale, un peu avec des habitudes divers. Et tout à l'heure, avec le beurre de karité, on a déjà la partie septentrionale, parce que c'est les activités de là-bas. Donc, ça signifie que quand vous voulez développer un pôle régional, vous devez savoir qu'est-ce que vous mettez en place pour qu'il se retrouve à l'intérieur. Si vous amenez des outils de développement qui ne cadrent pas avec leur façon de voir, mais évidemment, ça ne donnera aucun résultat. Donc, des outils de développement qui répondent aux besoins des populations à la base. Exactement. Alors, c'est pourquoi déjà, il ne se contente pas de faire une campagne électorale. Parce que quand il va s'installer, il n'aura pas le temps de le faire lui. Il va envoyer des techniciens. Mais déjà, il profite déjà de cette tournée pour toucher du doigt, pour vérifier. Et il sait, quand il sera élu, qu'est-ce qu'il a à faire. Désormais, on ne pourra plus lui mentir. Pas dire, mais j'ai vu de moi-même. Vos chiffres, je n'en ai qu'une. Ne me mentez pas. Parce que je sais de quoi on a besoin là-bas. Parce qu'il est allé au contact, il a vu lui-même. Il n'a pas juste entendu, il n'a pas juste appris. Exactement. Il a vu de ses propres yeux vus, comme le dirait l'autre. Il a vu de ses propres yeux. Et donc, du coup, il sait désormais qu'est-ce qu'il doit faire davantage pour créer la sédimentation développementale de ces régions-là. Et c'est ça l'intérêt de ce qu'il fait en fait. Je ne trouve pas qu'il fasse de la comédie électorale. Il n'en a pas besoin. En réalité, pour dire vrai, il n'en a pas besoin. Je ne dis pas ça pour sous-estimer un candidat. Si il faisait le service minimum, je crois que
les jeux sont faits pour le 12 avril. Ça, c'est sûr. Tout ce qu'il fait là, en réalité, je crois qu'il anticipe sur sa première tournée présidentielle. Il faut qu'il connaisse le peuple qui doit gouverner. Il ne le faisait pas parce qu'il est ministre des Finances. Là, maintenant, il connaît le peuple qui doit gouverner. Mais il n'est pas le seul en lice. Hein. On ne va pas occulter de parler du camp d'en face, puisqu'aujourd'hui, on a FCBE en face avec un duo également qui se présente. Comment vous appréciez les chances des candidats FCBE aujourd'hui? Alors, étant donné que je soutiens le candidat Wadagne, je vais souhaiter que le candidat FCBE ne gagne pas. Bien que je reconnaisse que, j'ai dit, mon collaborateur a des chances d'être vice-président. Vous voulez dire que les FCBE n'ont pas de chance aujourd'hui? Ils ont eu 4% aux dernières élections. Ils n'ont pas eu de députés, ils n'ont pas eu de conseillers, ils n'ont pas eu de communes qu'ils dirigent. Mais ici, en face, à côté, ils sont en plein dans la campagne, ils sortent des propos quand même qui touchent. À côté, on a quand même 2 blocs compacts qui se partagent l'Assemblée nationale et les communes du Bénin. Alors déjà, suffisamment là, il n'y aura même pas de 80-20 en fait. Il y aura, mais ce serait... Ça va être un tout chaos, quoi, c'est ça? Un score à la Pyrrhus. C'est une élection soviétique. Je vous le promets, ça c'est ce qui va se passer. Est-ce que ça ne reste pas un danger pour le candidat de la majorité présidentielle parce qu'il se retrouve entouré de presque toutes les chapelles aujourd'hui et avec un projet de société très ambitieux, énormément de points, des piliers quand même assez diversifiés et comme on dit, qui trop embrasse mal les trains. Est-ce que vous ne craignez pas que ça fasse trop de choses en même temps pour lui? Alors, vous avez vu le président Parti Talon, son PAG 1 et 2 ont embrassé suffisamment de domaines qui ne sont pas terminés. Aujourd'hui, c'est vrai. Il a fait ce qu'il a pu pour le Bénin. Je crois que si vous ne voulez pas un planificateur en face que vous devez suivre, vous ne pouvez rien faire. Nous avons vu le gigantisme, l'immensité de son projet. Et je crois qu'il va essayer de faire le maximum possible, d'aller au pas de charge pour réaliser le maximum, mais il ne pourra pas tout finir. Le Bénin est un chantier très vaste qu'une seule personne ne pourra pas construire. Je crois qu'il va s'attaquer à l'essentiel. Et c'est ce que nous allons lui souhaiter. À chaque fois que nous avons l'occasion de parler, pour qu'il entende, c'est qu'il s'attaque à l'essentiel des Béninois. À savoir, nous avons compris que les infrastructures, on en a suffisamment fait. Le Bénin aujourd'hui a changé. Et le Bénin, quand vous circulez au Bénin, vous descendez à l'aéroport du Bénin, et vous prenez un taxi, un Gozem taxi pour rentrer chez vous. Mais vous vous demandez si vous roulez à Cape Town. Vous avez les notations des villes les plus propres du Bénin. Le Bénin est passé premier. Je ne savais même pas si on pouvait rentrer dans le classement, même pas être dernier avant. Donc aujourd'hui, on est dans le classement, on est même premier sur la liste des villes les plus propres. Donc c'est pas possible quand même qu'on soit premier à côté du... Quand vous circulez sur la voie de Accra que je connaissais, si vous laissez tomber un papier, on vous pourchasse. Tout de suite, quelqu'un ramasse ou alors on vous pourchasse pour que vous reveniez récupérer cela. Mais sinon, on a pu passer premier devant ces villes-là, reconnues jadis villes les plus propres de l'Afrique de l'Ouest, et qu'aujourd'hui, on est propre. Alors ça suffit qu'on peut être fier sur le plan infrastructural qu'on a fait énormément pour le Bénin. Ce n'est pas fini. On va pouvoir le faire. Mais la faiblesse, il a dit dans son programme, il le sait lui-même. Et c'est pourquoi il n'est pas allé toucher le goudron, il n'est pas allé toucher les pavés. Quand il a fait c'est tout, il a touché les artisans, il a touché les petits métiers. Il sait très bien que la faiblesse aujourd'hui, c'est à 2 niveaux. La première faiblesse, c'est le panier de la ménagère. Il faut réorienter plus de budget. Si on avait fait du 80-20 à la Pareto pour les infrastructures, il faut maintenant inverser toujours la loi Pareto, 80 pour le panier de la ménagère et 20 pour les infrastructures. Parce que le Béninois, à un moment donné, finira par dire, allez Minadoua, pavé Minadoua, comme ils l'ont dit pour porter le président Soglo dehors. Je ne voudrais pas que ça soit ça aujourd'hui. Et qu'il a compris. L'avantage, il a compris. Et il le fait savoir. Et d'ailleurs, tout ça se résume dans l'idée centrale même de son programme d'action, à savoir construire un Bénin plus prospère avec création de richesses et amélioration des conditions de vie pour tous. Exactement. Et centralisé autour des pôles de développement. On a un seul hôpital de référence, Chic. Il parle de CHIP pour Parakou. Il y aura 2 CHIP certainement, CHIP, parce qu'il y a Porto Novo. On aura beaucoup de CHIP.
Parce que si tu amènes le malade de Parakou pour Calavi, il aurait crevé à Dassa avant d'arriver au sud. Il faut rapprocher l'hôpital des populations. Exactement. Après, il faut voir également les moyens parce que les hôpitaux de ce standing-là, ce n'est pas pour tout le monde. En 7 ans, par exemple, il n'est pas tenu d'en avoir 3. Si on en a déjà, le CHIP, comme il a dit déjà, ça veut dire dans les 2 parties éloignées, l'autre du Bénin, au nord comme au sud, on a 2 hôpitaux. Quand on peut quitter le Burkina, on peut quitter le Niger, on peut quitter un peu partout dans les zones qui sont plus proches de la partie septentrionale pour venir se soigner au CHIP, pendant que le CHIC peut coordonner toutes les régions, pas que les Béninois, les régions de la partie méridionale à côté de nous, ainsi de suite. Je crois que c'est très important de penser à ces choses-là. Quand on peut se soigner, la santé c'est important. Il a dit qu'il faut poursuivre au niveau des cantines scolaires. L'opération est en marche et ça a beaucoup porté ses fruits. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas un franc à donner aux enfants pour aller à l'école. Et à cause de cela, on voit les enfants au champ. Les enfants ne m'étudient plus. Parce qu'il y a cantine, l'enfant préfère aller à l'école parce qu'il est sûr que le seul repas qu'il aura mangé, c'est à l'école. Et un repas équilibré. Il viendra dormir à Jeun à la maison, ce n'est pas un problème. Va à l'école parce qu'il y a mangé là-bas. Va manger à l'école. Ça peut être un élément de motivation et de maintien des enfants. Et de propulsion. Parce que vous avez mangé, vous étudiez. Et il a précisé ça, il faut étendre les cantines. Donc, santé et les cantines scolaires au niveau de l'éducation pour permettre la gratuité pour les jeunes filles étendue à tous les niveaux, de la maternelle au secondaire. Je crois quand même... De toutes les façons, ce qui fait l'unanimité, c'est un programme de société très ambitieux qui touche à plusieurs pôles. Vous en avez évoqué quelques-uns. Mais après, du point de vue politique, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il aura vraiment l'accompagnement politique, l'Assemblée nationale? Est-ce que le président de l'Assemblée, qui aujourd'hui est en campagne d'ailleurs pour lui, pourra continuer à le soutenir? Est-ce qu'il n'aura pas des difficultés avec l'Assemblée? Et aussi, n'oubliez pas, il y a le Sénat qui pourrait également constituer un obstacle pour lui permettre vraiment d'atteindre ses objectifs. Comment vous voyez tout ça pour lui éventuellement, s'il est élu président? Alors, première chose, s'il réussit déjà le pari de l'unité nationale, il aurait fait un grand pas. Après avoir vraiment renforcé la construction de l'édifice à travers la réduction drastique de la pauvreté au niveau du panier de la ménagère, s'il réussit le pari de l'unité nationale, il aurait fait un grand pas. Tous les acteurs doivent pouvoir se lever pour lui faire un standing ovation à ce niveau. Alors, deuxièmement, je crois que tout a été fait pour l'aider à travailler convenablement. Notre constitution, récemment réaménagée, interdit toute agitation, tout activisme politique à 1 an d'une prochaine élection présidentielle. Cela signifie quoi? Sur 7 ans, il a 6 ans tranquillement pour travailler. Et même s'il doit avoir des velléités, on ne peut que l'exprimer à voix basse. Parce que justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Sénat est là pour veiller à ça. Le Sénat, c'est plutôt son meilleur allié, son meilleur atout pour veiller peut-être au bruit de couloir qui pourrait venir de l'Assemblée nationale. Donc le Sénat ne constitue pas un danger pour lui? Je ne crois pas, parce que quand vous voyez les personnes qui vont au Sénat, c'est plutôt là le bras armé du président de la République pour travailler sereinement. Parce que les bruits de couloir à l'Assemblée nationale, c'est souvent très velléitaire, très sauvage. Donc parfois, il n'écoute personne. Alors le Sénat va dire non, c'est pas ce qu'on a dit, vous vous taisez, il a besoin de travailler. Donc, alors, si on doit se taire et attendre 6 ans plus tard pour commencer par se manifester, je crois qu'il a le temps de mettre à exécution et de se faire accompagner par tous les acteurs possibles qui sont de son camp, qui l'ont adoubé, qui ont fait campagne avec lui, se faire accompagner pour l'essentiel de ces programmes, avant de décider de ce qui se passera dans 7 ans. Parce que vous savez, la vie, elle est surprise. C'est ça. La vie, elle est mystère. Rien ne dit non plus que l'amour d'aujourd'hui restera pour toujours. Hein. Il peut y avoir après des séparations. C'est qu'au-delà de ça, rien ne dit que nous sommes ici sur ce plateau. On a vu le mardi 31 mars qu'on sera là le 1er avril. C'est ça. La vie est bien pleine de surprises. C'est l'être éternel, le très haut. Qui seul pourra décider, n'est-ce pas? Alors, c'est un entretien assez passionnant, mais malheureusement, nous allons mettre un terme. Et rapidement, je vais vous faire
apprécié ces quelques images du candidat qu'on a vu également nous montrer qu'il est un bon danseur, esquisser quelques pas de danse à côté, en tout cas au contact des populations pour nous montrer que c'est un homme du peuple, c'est un homme de la population. En pleine campagne électorale, il a bougé un peu, on l'a vu danser et c'était quand même assez intéressant de voir cet autre côté du technocrate, de l'homme, on va dire, professionnel, très engagé dans son travail et créer l'ambiance. Et au-delà de ces images qu'on a vues, il a sollicité ou il a fait venir sur ces différents podiums plusieurs acteurs, esquisser des pas de danse avec lui. Ça montre peut-être qu'on a un candidat, enfin un futur président, s'il est élu, un président qui aime aussi l'ambiance, peut-être à l'image de son mentor qui nous a montré plusieurs fois ses sorties dans le bruit, comme on dit. Oui, et beaucoup plus. Vous n'oubliez pas que lui, il est côte à fond, donc apparenté à Dia. Et le mentor dans l'ombre, Bruno Amoussou, Davola Bomé, qui nous a habitués toutes les fois qu'il y a élection présidentielle à danser. Il peut pas être proche quand même de cette région-là et ne pas nous montrer que on ne l'a pas encore vu danser du Davola Bomé, mais peut-être que ça viendra. Quand il sera dans le mono, il devra montrer aussi. Il va faire du Davola Bomé, donc un bon côte à fond apparenté à Dia doit pouvoir savoir danser. Je vous laisse maintenant peut-être 30 secondes très rapidement pour votre mot de fin. Alors, ce que je peux dire, c'est de demander aux Béninois, pour une fois, malgré les récriminations justifiées ou non, pour certains, de sortir massivement, et de ne pas nous faire l'affront des 30%, 37% que nous avons souvent, mais d'aller voter massivement pour porter un jeune au pouvoir. C'est le candidat le plus jeune que le Bénin ait jamais connu. C'est la première fois qu'on a un candidat de ce âge-là qui vit au niveau de presque de la couche la plus importante de notre population. Tout le monde devrait pouvoir se reconnaître à travers lui. Alors pour une fois, faisons l'expérience de faire confiance à une jeunesse pareille, quitte à être déçu après pour faire le bilan pour dire merde. Et pourquoi ça s'est passé ainsi? On aurait dû continuer par faire confiance aux personnes de troisième âge, si besoin en est. Parce que même la jeunesse nous a déçus. Je crois que ça n'arrivera pas. Et pour ce qu'on connaît de lui, il va nous surprendre agréablement. Qu'on sorte massivement pour aller voter et que le 12 avril soit une fête pour les Béninois. Très bien. Merci, M. Clément Adéchian. Je rappelle, vous êtes président fondateur du groupe ESAE. Merci pour ce moment d'échange. Et dans un contexte où le pays se projette vers des choix décisifs, le rôle des médias reste fondamental. Informer avec rigueur, éclairer sans influencer et servir l'intérêt général. C'est avec cette exigence que nous sommes, c'est à cette exigence que nous sommes tous appelés et attendus. Informer pour le média, c'est un pouvoir, mais c'est surtout une responsabilité. Merci à tous de nous avoir suivis.